Cette histoire monstrueuse ne laissera personne indifférent. Une jeune fille de 14 ans est sortie se promener et a disparu sans laisser de traces. Elle a été recherchée pendant plus d'1 mois, et cette enquête a été la plus importante depuis 9 ans. Grâce à des centaines de policiers et aux vidéos de surveillance, le mystère a été résolu, mais la vérité est bien plus déroutante et choquante. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qui est arrivé à Alice Gross. Alice Gross est née le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2000, à Londres. Elle a grandi dans une famille pleine d'amour, avec une sœur aînée. Dès son plus jeune âge, la jeune fille a montré une affinité pour la créativité, elle aimait dessiner et jouer du piano et du violon. Plus tard, Alice a commencé à écrire ses propres chansons et à les interpréter sur sa propre musique. En outre, la jeune fille aimait dessiner des vêtements et, à l'âge de 11 ans, elle s'est même confectionné une robe qu'elle prévoyait de porter lors d'une remise de diplôme à l'école. À l'âge de 13 ans, les médecins ont diagnostiqué chez la jeune fille une anorexie et une dépression. Malgré tout, Alice a continué à faire preuve de créativité et avait toutes les chances de connaître un grand succès à l'avenir. Le 28 août 2014, Alice a annoncé à sa mère qu'elle partait en excursion. Comme elle avait des vacances scolaires et beaucoup de temps libre, la jeune fille aimait se promener le long d'un petit canal et d'une rivière près de chez elle. La famille vivait dans la banlieue de Londres, à Hanwell, et son parcours habituel était de 4,5 km. La jeune fille est sortie vers 15 h, promettant à ses parents de rentrer vers 18 h. Elle a ensuite envoyé un SMS à son père pour lui dire qu'elle rentrerait bientôt, mais Alice n'est pas rentrée à l'heure prévue et, lorsqu'il était déjà 19 h, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Ils ont essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Le fait qu'Alice souffre d'anorexie et de dépression ne fait qu'ajouter à son anxiété. Ses parents craignent qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. En raison de son état physique, elle était constamment faible et pouvait s'évanouir. Ses parents ont appelé certains de ses amis dans l'espoir qu'Alice soit avec eux, mais personne n'a vu la jeune fille ce jour-là, et ses parents ont décidé d'appeler la police. Ils ont immédiatement entamé des recherches et la première chose qu'ils ont faite a été d'enquêter sur le trajet qu'Alice avait l'habitude d'emprunter. Les parents et les amis de la famille se sont également joints aux recherches. Hélas, ils n'ont trouvé aucune trace de la jeune fille, mais les inspecteurs ont pu retrouver plusieurs témoins. Grâce à leurs témoignages sur les endroits où Alice était passée, la police a pu déterminer son itinéraire avec plus de précision, ce qui lui a permis de restreindre la zone de recherche et de sélectionner plusieurs caméras de rue qui auraient pu la filmer. Après avoir examiné les images, les inspecteurs ont localisé Alice. Presque immédiatement après avoir quitté la maison, elle a été filmée par la première caméra, se dirigeant vers le Grand Union Canal. Peu de temps après, elle a été aperçue dans la région de Brentford, plus loin sur le canal. La dernière fois que la caméra l'a filmée, c'était sur le chemin du retour, près de son domicile. La jeune fille marchait près du pont Trampeway. La police a également signalé la disparition de l'adolescente aux médias, qui ont diffusé la nouvelle dans tout Londres dans les premières heures qui ont suivi sa disparition. Grâce à cela, les inspecteurs ont reçu plusieurs appels de témoins ayant vu Alice. Malheureusement, rien de tout cela n'a permis à la police de retrouver la jeune fille. D'après les images des caméras et les témoignages, elle a disparu en rentrant chez elle, après avoir parcouru la majeure partie de son trajet habituel, mais ce qui lui est arrivé reste un mystère. 3 jours se sont écoulés, tandis que la police continuait à examiner les images des caméras dans les quartiers voisins et à inspecter les parcs locaux et d'autres endroits isolés. Parallèlement, des patrouilleurs ont fait du porte-à-porte dans les maisons situées sur le trajet d'Alice et ont posé des questions aux habitants. Le 1er septembre, les proches de la jeune fille ont enregistré un message vidéo la suppliant de rentrer chez elle. Ils ont également demandé à toute personne ayant des informations sur l'endroit où elle se trouve de contacter la police. À l'époque, les enquêteurs envisagent plusieurs hypothèses, la première, et la plus troublante, est celle de l'enlèvement. Bien que le parcours d'Alice se soit déroulé en grande partie dans les rues de la ville, il existait de nombreux endroits isolés et cachés où la jeune fille aurait pu être attaquée. En outre, la police londonienne a souvent été confrontée à des situations où des personnes étaient kidnappées en plein centre, sans parler des banlieues. La deuxième théorie est celle de la fugue. Les parents d'Alice craignaient qu'une dépression ne l'ait poussée à prendre une telle décision. Ils n'excluaient pas non plus la possibilité que la jeune fille se soit suicidée à cause de sa maladie, mais cette version paraissait peu probable aux yeux de la police. À 14 ans, Alice n'était probablement pas en mesure de s'enfuir et de se cacher, surtout sans aide, et si elle s'était suicidée, elle aurait très probablement été retrouvée à ce jour. L'affaire attire chaque jour davantage l'attention du public et, le 3 septembre, elle est confiée à une unité spéciale de Scotland Yard. Bien qu'ils ne travaillent habituellement que sur des homicides, les inspecteurs ont estimé que les chances de retrouver la jeune fille étaient élevées.
Scotland Yard a organisé des recherches à grande échelle, auxquelles se sont immédiatement joints des centaines de volontaires. Après avoir entendu l'appel déchirant des parents et de la sœur d'Alice dans les journaux télévisés, les Londoniens inquiets ont ratissé la zone du petit matin jusque tard dans la nuit, et le lendemain, les détectives ont annoncé la découverte du premier indice tangible. Ils ont réussi à trouver le sac à dos d'Alice, qui contenait les chaussures qu'elle portait ce jour-là. Il était relativement proche de son domicile. Cette découverte a permis à la police de restreindre ses recherches, en se concentrant sur une petite zone près du canal. Les enquêteurs ont réalisé qu'il était peu probable que la jeune fille ait enlevé ses chaussures elle-même, les ait jetées avec son sac à dos et se soit enfuie. Elle n'avait pas de chaussures de rechange sur elle, ce qui compliquait de plus en plus la situation. Scotland Yard a décidé de diffuser toutes les images de surveillance disponibles d'Alice. Le sac à dos avec les chaussures indiquait que la jeune fille pouvait être en grand danger. La version principale restait celle d'un enlèvement, mais les enquêteurs n'excluaient pas complètement la possibilité que la jeune fille se soit suicidée. C'est pourquoi ils ont essayé d'utiliser toutes les ressources disponibles pour la localiser. La publication des enregistrements pourrait attirer l'attention du public et quelqu'un pourrait se souvenir d'avoir vu Alice ce jour-là. En outre, plusieurs centaines de personnes supplémentaires provenant de divers organismes ont été impliquées dans les recherches et 600 personnes travaillaient déjà sur l'affaire. L'enquête est donc la plus importante depuis 2005 en termes de nombre de policiers impliqués. Certains d'entre eux surveillaient directement la zone, tandis que d'autres examinaient les images de centaines de caméras qui auraient pu filmer Alice. Scotland Yard a également offert une récompense de 20 000 livres sterling pour toute information susceptible d'aider à retrouver la jeune fille. Bien que la police n'ait pas réussi à localiser le téléphone d'Alice, elle a demandé à l'opérateur de téléphonie mobile de lui fournir des informations sur sa dernière localisation connue. Il s'est avéré qu'Alice avait envoyé un message à son père depuis pratiquement le même endroit que celui où ils ont retrouvé son sac à dos. Tout indique que les enquêteurs doivent se concentrer sur cet endroit précis. Il a été décidé de procéder à une inspection minutieuse d'une zone de plusieurs kilomètres carrés. Chaque mètre de terre et d'eau a été examiné manuellement. Les équipes de police ont littéralement sondé le fond des rivières et des canaux à la recherche d'indices. 2 jours après la découverte du sac à dos, on a appris que la police avait arrêté un homme de 25 ans soupçonné du meurtre d'Alice. Le lendemain, elle a arrêté un autre homme, mais a refusé de commenter la situation jusqu'à ce que tous les détails soient clarifiés. Cependant, les 2 suspects ont rapidement été relâchés et Scotland Yard a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'établir l'implication de ces 2 personnes dans la disparition d'Alice. Plus d'1 semaine s'est écoulée, sans que l'affaire ne progresse. Ce n'est que le 16 septembre que la police fait une nouvelle déclaration. Elle a déclaré qu'elle recherchait un homme de 41 ans, Arnis Alkaln, en rapport avec la disparition d'Alice. Il a quitté la Lettonie pour s'installer en Angleterre il y a 7 ans. Il vivait dans la région et travaillait comme ouvrier du bâtiment. Scotland Yard s'est intéressé à lui pour 2 raisons qui, à première vue, ne semblent pas liées. Tout d'abord, les collègues de travail d'Arnis ont signalé sa disparition à la police dès le 3 septembre. L'homme ne s'est pas présenté au travail, n'a pas répondu au téléphone et n'était pas chez lui. Il semblait s'être tout simplement volatilisé. Ensuite, les inspecteurs ont découvert que le trajet de Zalkaln entre son domicile et son lieu de travail était à peu près le même que celui emprunté par la jeune fille le jour de sa disparition. Tous ces éléments n'étaient pas encore suffisants pour tirer des conclusions sur l'implication de l'homme dans la disparition de la fillette, mais les inspecteurs ont rapidement découvert quelque chose de vraiment troublant. Sur l'un des enregistrements de la caméra, ils ont vu un homme d'âge moyen traverser à vélo le pont sur lequel Alice était passée quelques minutes auparavant. Cet homme s'est avéré être Zalkaln. Peu de temps après, il s'est présenté à la caméra suivante et là, les inspecteurs ont remarqué un moment très étrange. Le trajet entre ces caméras n'aurait dû durer que quelques minutes, mais l'homme à vélo a mis pratiquement 1 heure pour parcourir cette route. Une question raisonnable s'est posée, que faisait-il pendant tout ce temps sur un tronçon aussi court ? La police a enquêté sur place et a conclu qu'il n'avait pas pu prendre le chemin le plus long pour se rendre à la cellule suivante, car il n'y en avait tout simplement pas. Ce qui est encore plus troublant, c'est que tout cela se passait à l'endroit même où le chemin d'Alice aurait été raccourci. Les policiers ont également conclu que les vêtements de l'homme étaient mouillés lorsqu'il s'est engagé sur la route. En continuant d'étudier les caméras, les inspecteurs ont remarqué que Zalkaln revenait à vélo au même endroit 2 heures plus tard et repartait 50 minutes plus tard. Ce faisant, il n'a pas été filmé par la caméra située sur le pont. Cela indique que l'homme a passé tout ce temps dans un petit angle mort et qu'il portait déjà d'autres vêtements. Environ 1 heure plus tard, il a été filmé dans un magasin local en train d'acheter de la bière. Le lendemain matin, la situation se répète, Zalkaln est revenu au même endroit, entre les caméras, vers 7 heures, et y est revenu également dans la soirée.
Tout cela a suffi pour obtenir un mandat de perquisition à son domicile. Il s'est avéré que l'homme y vivait avec sa compagne et leurs 2 filles. Sa colocataire n'avait pas non plus la moindre idée de l'endroit où Zalkaln s'était rendu. Lorsqu'elle a appris qu'il était soupçonné d'avoir tué la jeune fille, elle a déclaré qu'Arnie ne pourrait jamais faire une chose pareille. Elle l'a décrit comme un père attentionné et aimant. Parallèlement, Scotland Yard a examiné la biographie de l'homme et a découvert un moment vraiment effrayant. Il s'est avéré que les Zalkaln avaient un riche passé criminel. En 1998, alors qu'il se trouvait en Lettonie, il a tué sa femme de sang-froid et de manière calculée, après lui avoir creusé une tombe dans les bois, ce qui lui a valu seulement 7 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il s'est installé en Angleterre et les autorités policières locales n'ont même pas eu connaissance de son casier judiciaire dans son pays d'origine. Les policiers ont perquisitionné le domicile de Zalkaln et ont trouvé un terrain récemment excavé sur sa propriété. Ils n'ont pas indiqué s'ils y avaient trouvé des preuves, mais une découverte importante les attendait dans le sous-sol de la maison. Un panneau arrière brisé d'un iPhone 4S blanc y a été trouvé. Alice possédait exactement le même téléphone. Après avoir examiné le contenu de son ordinateur, la police a également découvert que l'homme avait recherché sur Internet des informations sur la disparition d'Alice Gross quelques jours après les faits. Sur la base de ces éléments, Arnie Zalkaln a été placé sur la liste des personnes recherchées. Scotland Yard craignait que l'homme ne se soit enfui en Lettonie ou dans un autre pays européen. Des recherches ont donc été menées dans toute l'Union européenne, mais les autorités chargées de l'application de la loi n'ont pu trouver la moindre trace du suspect. Entre-temps, un mois s'est écoulé depuis la disparition d'Alice et, le 30 septembre, la police a publié un communiqué déprimant. Un corps humain a été retrouvé dans une rivière près de l'endroit où la jeune fille a disparu. À l'époque, l'identité n'était pas encore connue, mais la police a fait part d'un fait inquiétant. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour que le corps reste sous l'eau et ne refasse pas surface. Ce n'est que le lendemain que les autorités policières ont confirmé qu'il s'agissait bien d'Alice Gross, même si personne n'en doutait plus. La scène s'est déroulée à l'endroit exact où elle avait disparu. La cause du décès est l'asphyxie. Il s'est avéré que le corps d'Alice avait été enveloppé dans des sacs de construction et attaché à une grosse souche d'arbre. En outre, l'auteur du crime avait fabriqué toute une structure avec une roue de bicyclette et des briques, ce qui avait également empêché le corps de remonter à la surface. Elle n'avait pas non plus de vêtements, à l'exception d'une chaussette. Les inspecteurs se sont rendus sur le chantier où travaillait Zalkaln et ont découvert que les sacs utilisés pour cacher le corps d'Alice étaient les mêmes que ceux utilisés sur son chantier. Après la découverte du corps, la police a continué à rechercher Zalkaln, en étroite collaboration avec Interpol et les agences de renseignement européennes locales, mais elle n'a toujours pas réussi à retrouver sa trace. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au 4 octobre, date à laquelle les enquêteurs ont fait une découverte inattendue. Ils découvrent le corps suspendu de l'homme dans un parc situé à 1 kilomètre de l'endroit où Alice a été assassinée. 2 jours plus tard, les experts confirment qu'il s'agit d'Arnie Zalkaln. Personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. La principale version de Scotland Yard était la fuite du suspect vers l'Europe, mais il s'est avéré qu'il était tout le temps sous leur nez. Les experts médicaux ont conclu que l'homme s'était suicidé le jour de sa disparition, le 3 septembre, et il est resté introuvable pendant 1 mois. Rien d'étonnant à cela. Zalkaln avait choisi un endroit très éloigné et difficile d'accès où il était extrêmement difficile à repérer. Avec l'ADN de Zalkaln en main, les enquêteurs disposaient d'encore plus de preuves. Près de l'endroit où le corps d'Alice a été retrouvé, la police a trouvé un mégot de cigarette, qui a été envoyé à un laboratoire. Les experts ont extrait l'ADN du filtre, qui correspondait à l'échantillon de Zalkaln. En outre, le laboratoire a déclaré qu'il était très probable que l'ADN de l'auteur du crime ait été retrouvé sur le corps de la victime. Il n'a pas pu l'affirmer avec une certitude absolue en raison de la durée pendant laquelle le corps est resté sous l'eau. Son ADN a également été retrouvé sur le sac à dos et les chaussures de la jeune fille. À ce moment-là, la police a découvert un autre fait macabre. Il s'est avéré que 2 ans après avoir déménagé en Angleterre, Zalkaln avait abusé d'une jeune fille de 14 ans à 1 kilomètre de l'endroit où le corps d'Alice a été retrouvé. L'homme a tenté de commettre un attentat à la pudeur, mais la victime a survécu et l'homme a été arrêté. C'est là que la partie la plus amusante commence. La jeune fille n'a pas porté plainte et l'homme a été relâché. On ne sait pas très bien comment cela a pu se produire, mais le fait est là. Un homme adulte a abusé d'une fillette, est tombé entre les mains de la police et a échappé à toute sanction. De plus, des informations sur cette affaire sont apparues après que le corps de l'auteur a été retrouvé dans le parc. Malgré tout, la police a poursuivi son enquête et il lui a fallu un certain temps pour se faire une idée de ce qui s'était passé. Selon leur version, ce jour malheureux du 28 août,
Zalkhan circulait à bicyclette sur le même itinéraire que celui emprunté par Alice. L'ayant remarqué dans un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets, il l'a attaqué pour commettre des actes dépravés. Nous ne connaîtrons jamais la suite des événements, mais l'issue est tragique. Zalkhan a tué Alice et a ensuite caché son corps dans plusieurs approches, revenant constamment à l'endroit. Nous ne saurons jamais non plus pourquoi il a décidé de se suicider après ce qu'il avait fait. La question de savoir s'il s'agit d'une manifestation de conscience est très discutable. Les parents d'Alice, qui ont survécu à cette terrible tragédie, ont été scandalisés par les actions du gouvernement. Ils ne comprenaient pas comment les autorités britanniques avaient pu permettre à un meurtrier condamné d'entrer dans le pays et d'y rester pour vivre. Ils ont passé des années à se battre pour que le gouvernement renforce son contrôle sur les migrants et empêche les criminels d'entrer dans le pays. Malheureusement, à ce jour, ils n'ont pas été en mesure d'apporter des changements sérieux. Un mois après la découverte du corps de Zalkhan, un autre événement intéressant se produit. Le médecin légiste chargé de l'enquête a laissé dans le train un dossier contenant des documents relatifs à l'affaire. Les 30 pages contenaient des informations importantes sur le meurtre, y compris des informations médicales et des détails non divulgués. Le public, les médias et les parents d'Alice ont sévèrement critiqué la police, mais ils ne pouvaient rien y faire. Cependant, personne n'a essayé de juger l'auteur du crime. Les enquêteurs ont déclaré que s'il était vivant, ils auraient eu suffisamment de preuves pour porter l'affaire devant les tribunaux, mais qu'il n'y avait aucune garantie de condamnation. Le problème est que toutes les preuves contre Zalkhan sont circonstancielles et qu'il a peu de chances de s'en tirer. Au lieu de cela, une audience s'est tenue au tribunal, au cours de laquelle le jury a admis un fait déjà évident. Alice a été assassinée et sa mort n'est pas accidentelle. La procédure est formelle et ne joue aucun rôle. Les funérailles d'Alice ont eu lieu le 23 octobre. Des milliers de personnes se sont rendues au mémorial ce jour-là et, à la fin de la cérémonie, une belle chanson que la jeune fille a écrite et chantée elle-même a été diffusée sur grand écran. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir regardé.